Imaginez un monde où chaque geste déclenche une illusion, chaque mot ouvre une porte vers l'extraordinaire. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous présenter un maître de l'émerveillement, un architecte de l'illusion, le seul et unique David Goldrake. Ce magicien sensationnel, reconnu mondialement, nous plonge dans un univers où le possible et l'impossible se rencontrent. Avec ses spectacles qui défient la réalité, David a captivé les cœurs et éveillé les imaginations sur les scènes les plus prestigieuses du globe. Ce soir, préparez-vous à découvrir les coulisses d'un monde où tout est possible et chaque spectacle est une porte ouverte sur l'infini. Guten Abend, Guten Abend, good evening, bonsoir à vous toutes et à vous tous. J'essaye ce soir d'être un tout petit peu polyglotte, car l'invité de Stars and Stories parle 7 langues. David sait tout faire, close-up, mentalisme et grande illusion. Il fête ses 25 ans de magie avec 25 spectacles au Grand-Duché du Luxembourg, son pays natal. Accueillons David Goldrake. Merci d'être venu passer cette soirée avec David. Je te propose, David, de t'asseoir. Un chiffre depuis que tu as commencé, David, et c'est assez faramineux. Tu t'es produit, alors le chiffre, c'est la version un peu basse d'ailleurs, le chiffre que je vais annoncer, devant 20 millions de spectateurs entre scène et écran dans près d'une 50aine de pays dans le monde. C'est faramineux, non ? C'est amusant. C'est juste amusant. Ça fait plaisir. C'est très beau. Ça fait beaucoup plaisir. J'adore ce que je fais et c'est magnifique. Mais se dire qu'il y a 20 millions de personnes qui te connaissent dans le monde. Je ne sais pas s'ils me connaissent, mais ils m'ont vu brièvement, je pense. Alors, je le disais, David, tu parles 7 langues. Donc, il y a le kit de base au Luxembourg. Alors, je suis français. Donc, le kit de base au Luxembourg, si nous comparons avec la plupart des Français qui parlent le français, donc au Luxembourg, le kit est déjà multiplié par 4. Tu parles forcément luxembourgeois, allemand, français, anglais. C'est peut-être d'ailleurs l'anglais, la langue que tu parles le plus souvent. Exactement. Auxquelles s'ajoutent 3 autres langues, lesquelles ? L'espagnol, le portugais, l'italien, et je comprends assez de japonais pour être dangereux. Ah ouais. Le japonais, est-ce que tu peux nous parler en japonais un petit peu ? Non, pas nécessaire, pas ce soir. Alors, Ié, comme diraient les japonais. Ok, merci beaucoup. Ce soir, c'est une soirée en français, donc pour évoquer tes 25 ans de carrière. Si je peux d'abord, Thierry, je wünsche Ihnen alle guten Abend, ganz schönen Abend. Merci de dabei sein. Vielmals merci. Gern geschehen. Donc ce soir, c'est une soirée en français pour évoquer les 25 ans de ta carrière, mais on va évoquer aussi les 25 premières années, car tu es entré récemment, dans la cinquantaine. Exactement. Alors la quarantaine, David, nous en parlerons, a été marquée par un drame, et la Covid aussi, donc au cours de ta quarantaine, et tu as décidé de rattraper ta quarantaine au cours de la cinquantaine. Alors, c'est possible parce que tu es magicien. Je l'espère. Mais en tout cas, c'est une décision pour vivre pleinement tes années de quinquat. Écoute, j'ai fait mes 50 ans en 2023 et j'étais dans une... Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé, d'une journée à l'autre. C'était pas trop douloureux ? De 11h59 à minuit, c'était parfait. Ou de minuit à minuit 1. Et j'étais justement dans une phase, comme tu l'as dit, ma quarantaine a été très, je dirais, invisible sur le plan carrière et vie, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais on ira où ? Et j'ai un ami qui est acteur, Frank Grillo. On était déjeuner ensemble et je lui dis, Frank, je sais pas où ça va, je sais pas ce qui va se passer. Et il me dit, mais écoute, regarde-moi, Frank, il a 59 ans maintenant, il est dans beaucoup de films que vous avez sûrement déjà vus. Et il est en super forme. Il m'a dit, tu sais, ma carrière, elle a commencé à exploser quand j'avais 53 ans. Je fais mon sport tous les jours, je reste en forme, je fais tout ce que je dois faire. Tu ne fais que naître. Tu n'es pas encore à ton potentiel à fond. Et c'est ça qui m'a rendu de nouveau un peu l'espoir de pousser, de continuer justement.
Mais avant, quand tu étais plus jeune, tu t'imaginais que la cinquantaine, c'était en gros la fin du monde. Mais je pense que, et ça, on peut peut-être, vous Ouais. pouvez le confirmer, les jeunes et les moins jeunes. Moi, quand j'avais 15, 20 ans, à 40 ans, c'était, mais tu as fini ta vie, tu es mûr, tu as tout atteint. Non, c'est vrai, c'est vraiment ce que je croyais. Tu as tout atteint. Et Tu as une Rolex. et tu es, ou plusieurs même, mais c'était le summum à 40, 45 ans. Tu es là. Et quand j'ai eu mes 45 ans, j'ai dit, waouh, toi, tu es celui dont tu parlais il y a 15 ans qui serait vieux. Et il y a rien ici Il y a rien de vieux. je ne le sens pas. Et je pense que tous ceux qui ont notre âge peuvent le confirmer dans notre tête. Je ne sais pas quel âge on a, mais pour moi, c'est définitivement pas 51 ans. Oui, mais même plus tard, on n'a pas la sensation d'avoir l'âge qu'on a. Hein. Ça, je peux témoigner. Et puis, je pense que parmi vous toutes et vous tous ce soir, c'est le cas aussi. Habituellement, je retourne des photos, mais comme je me dis que tu as une bien meilleure dextérité que moi, je vais te laisser retourner, David, la première. Et je n'ai pas eu le droit de les voir. Hein. Je n'ai Non, pas non. eu le droit de les regarder. Première photo, the first picture. Oh, Alors attention, faire tomber la famille Grand-Ducal. wow, ok. Alors, sur cette photo, nous reconnaissons la Grande-Duchesse, le Grand-Duc Henri. Ouais, ils sont sur les écrans aussi. Hein. Ah, d'accord, Oui, oui, ouais, non, ouais. c'est bien fait. Hein. C'est presque Las Vegas. Donc, Grâce à Monsieur Bergmans qui se trouve là-bas. Merci Guido. c'est merci. Las Mondorf. Voilà. Voilà. Donc, il y a 2 enfants. Toi, on cherchait, on se demandait les prénoms. Tu les... C'est Alexandra et ça c'était le plus jeune. Je On me se rappelle demandait- plus. C'est Sébastien. Merci, Richter Sébastien. Et puis, il y a un jeune homme aussi, debout derrière. Oui. Et donc, c'est pas des enfants du couple Grand-Ducal. Ça hein. fait longtemps. Mais peut-être d'adoption, je ne sais pas. Non. Ça devrait être. Je crois que c'était en 2001 si je me trompe pas. Oui. Éventuellement au début 2000, 2001, c'était. Ouais. Es-tu proche de la famille Grand-Ducal? Qui est proche de la famille Grand. Tout le monde au Luxembourg, enfin tous les Luxembourgeois. Disons que j'ai beaucoup travaillé avec eux. Quand on se voit, on prend d'autres temps, on parle ensemble. On s'est déjà vu à différents endroits. Surtout avec Madame, on a une très grande affinité avec le cinéma tous les deux. Donc, Ah oui. quand on se voit, on Vous êtes tous les deux cinéphiles? Exactement, oui. Et puis, est-ce que tu as donné des spectacles peut-être caritatifs avec eux aussi, oui. effectivement? À une époque, on en faisait très régulièrement au Palais. Ils invitaient différentes écoles, différentes fondations, associations, et j'étais le magicien qui s'occupait des enfants et des adultes. Donc, ce sont tes number one fans? I don't know, il faut leur demander. Peut-être. Alors, on remonte dans ton parcours, David. Donc, scolarité, lycée, études supérieures, d'anglais, de psychologie, dis-tu, pour aider, à l'époque, tu te disais ça, pour aider ceux qui ont des rêves fous. Ah, oui, la magie a toujours été une évasion pour moi depuis le début. Vu mon enfance, la situation, etc. La magie m'a permis de fuir le quotidien, de créer un monde qui me protégeait, qui était sain, qui était safe aussi, sûr, comment on dit en français, sûr, secure, ça. Ouais, t'es en sécurité. Voilà, en sécurité. Et j'ai réalisé très tôt qu'en faisant mes spectacles, j'avais la possibilité éventuellement de faire la même chose pour ceux qui en avaient besoin. Parce que nous avons tous nos problèmes quotidiens, nous avons nos challenges, nous avons nos factures, nous avons tout à régler. Et je pense que ce que moi je fais, je l'espère en tout cas, ça permet aux gens d'oublier ce quotidien pour quelques instants. Si c'est 3 quarts d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, je leur montre des choses qui semblent impossibles et qui malgré tout sont possibles sur scène. Et mon but, ce n'est pas... j'ai eu une conversation tout à l'heure avec une dame qui m'a dit que ça la rend malade, qu'elle veut toujours comprendre tout. Et je lui dis, c'est de la fiction, mais en même temps, c'est une fiction qui frôle le réel. Je suis la preuve de quelqu'un qui a toujours entendu depuis tout petit, tu n'y arriveras pas, on peut pas devenir magicien, c'est pas un métier. Et je suis ici. Et je pense que c'est faisable pour tout le monde avec beaucoup de À un moment donné, dans ton enfance, peut-être ton adolescence, affirmer vouloir être magicien, ça pouvait vraiment passer pour un rêve fou. Ah oui, complètement. Je l'ai dit à 12 ans pour la première fois à mes parents. C'était oui, c'est un bel hobby continu. J'ai continué à 13 ans, je continue à 14 ans. Et quand je l'ai dit à 19 ans, définitivement, c'était le drame. C'est ça. Tu pensais qu'en fait, la famille, enfin tes proches, seraient très contents de ton envie et envie de te supporter, de te suivre dans ce projet-là. Et ça s'est pas passé exactement comme ça. Ça ne s'est pas passé, non. Ça, c'est très douloureux. Plus maintenant. Ça l'a été parce qu'il y avait cette envie de prouver, de montrer que c'était possible, de vivre mon rêve. Et c'est même une responsabilité, quelque part, c'est plus qu'un rêve pour moi.
Et oui, au début, c'était assez dur de se voir seul et de devoir. J'ai encore dit hier, j'avais un speech hier et j'ai dit aux gens que j'ai passé beaucoup, j'ai utilisé beaucoup d'énergie à décevoir, non, à les convaincre du contraire. Ah, persuader. Persuader, merci, les gens que ce que je faisais en valait la peine, alors que j'aurais pu prendre cette énergie et faire encore plus de choses constructives. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça, en fait, il t'a fallu une motivation, mais cette motivation, tu ne soupçonnais même pas l'avoir, en fait, en toi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon, mais et tu es arrivé, effectivement, et je t'ai entendu dire aussi, par rapport à ce qu'aurait pu être ta vie, David, que tous ceux, alors c'est pour les filles aussi, celles et ceux peut-être qui naissent au Luxembourg, alors est-ce encore le cas? Et puis s'il y a des Luxembourgeois, on va faire un sondage, hein, sont destinés à être profs. Est-ce qu'il y a des profs luxembourgeois ici ce soir? Éducation.lu. Éducation. Hello, Tammy. Ou bien donc banquier, on a peut-être des banquiers avec nous ce soir, ou fonctionnaire. Fonctionnaire, oui, surtout fonctionnaire. Et tu l'as été d'ailleurs fonctionnaire, oui, très longtemps, fonctionnaire communal. Oui, oui. C'était la pression familiale. J'avais décidé d'arrêter mes études après un an d'université. J'ai fait un petit cours moment chez Fernand Ernster, à la librairie Ernster, parce que j'adore la littérature. Libraire, oui. Et c'était un truc qui me fascinait, qui me plaisait. Et alors, il y a un job qui s'est libéré à la commune de Bacharach. Et tout le monde, mais le téléphone a brûlé à la maison. Tout le monde appelait mes parents. Il faut que David postule, il faut que David postule. J'ai cédé et je suis resté 1 an. Et c'était douloureux. C'était très douloureux. Belle anecdote. Et si on a des fonctionnaires, ils savent que c'est vrai. Après 6 semaines, il y a le secrétaire qui m'appelle dans son bureau. Moi, j'étais tout content. Je pensais qu'il allait me donner encore un peu de travail. Et il me dit, assieds-toi. Il avait le jeu de la patience sur son écran. C'est vrai, c'est pas une blague. Et il me dit, à partir d'aujourd'hui, le travail que tu fais en 2 heures, tu le feras en 8 heures. Tu viens plus m'embêter, tu restes dans ton bureau et c'est fini. Et je dis d'accord. Ouais, bon, tu pouvais travailler tes tours. Enfin, c'est effectivement ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je le dis ouvertement, mais j'avais mes bouquins, j'avais mes tours, j'apprenais, je m'occupais des gens quand ils venaient. Alors à la question, cette question, qu'as-tu envie de faire quand tu seras grand? Cette question posée quand tu avais 5 ans. C'est pas forcément magicien, et c'est aussi le pourquoi de la photo. Qu'as-tu répondu? Je voulais être grand-duc. Je trouvais ça fascinant, cette position d'avoir une responsabilité sur tout le monde, de pouvoir avoir un impact sur les gens. Évidemment, je ne savais pas à quel point ils travaillent, mais je trouvais ça super cool. Et je dis, ce serait cool d'être grand-duc. Bon, aujourd'hui, tu es roi peut-être de la magie. Exactement, oui. Donc, passion depuis ton plus jeune âge, David, mais y a-t-il alors, quels sont les éléments déclencheurs? Il y en a, on parlera peut-être, mais c'est pas de la toute petite enfance. On en parlera, mais ne prononce pas le nom, parce qu'on a une autre photo. Mais vraiment, quand tu avais 8 ans, c'était quoi quel était l'élément déclencheur pour te... C'était un petit magazine pour enfants. Ça s'appelait Spielzeitung. C'était un magazine germanophone. Et ma mère me l'avait acheté à Pétange. Je sais exactement encore où était la librairie. Et il y avait un tour avec des dés à coudre. Et il s'agissait de les faire apparaître, disparaître. Et j'ai trouvé ça fascinant. La psychologie, la dextérité, le fait de pouvoir justement tromper des gens avec des principes si simples. Et à l'époque, je me rappelle encore comme si c'était hier, j'étais très ardent je voulais expliquer toujours le tour. Tu sais comment ça marche? Et les gens, non, tu n'as pas le droit de le dire. Oui, mais c'est fascinant. C'était ça qui me fascinait énormément, cette technique de pouvoir montrer aux gens, mais c'est avec ça que je vous ai trompé. Et exponentiellement, ça nous arrive tous les jours. J'ai trouvé ça génial. Donc tu as continué, oui. C'était le cas au lycée aussi. Tu dis, David, avoir gardé, mais ça, tu le gardais pour toi. Alors, tu ne nous parleras pas ce soir de ton jardin secret, parce que par définition, il est secret. Correct. Mais tu gardais quand même secrète aussi quand tu étais au lycée, oui. Ta passion et ta pratique de la magie. Oui. J'ai toujours été très introverti, et j'ai toujours, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de petits jardins secrets différents, pour aucune raison, sauf personnel. Et on me dit toujours, mais pourquoi tu n'as pas dit ça? Parce que c'est comme ça, et ce sont des banalités. Mais la magie, c'était quelque chose, je trouvais que c'était très précieux. Et d'un autre côté, je trouvais aussi que c'était pas cool du tout.
Pour moi, les cools, c'était les chanteurs, les acteurs. Je voulais toujours être acteur aussi, pas en parallèle. Il n'est pas trop tard. C'est un truc, exactement. C'est un truc qui m'a toujours fasciné. Mais la magie, j'ai toujours trouvé, de par les magiciens que je voyais à la télé ou en live, j'ai toujours dit, c'est pas cool. Et il y avait quelque chose qui faisait que je ne voulais pas le partager. C'était, j'attends que je sois prêt. Et c'est arrivé beaucoup plus tard, en fait. Et tu avais toujours un livre de magie dans ton sac. Ouais, partout, partout. Aujourd'hui, je me pose des fois la question parce que je ne le fais plus, mais j'avais Christian Fechner, un producteur Producteur des Charlots. Exactement. Et, alors, on a eu une pensée pour Jean Sarrus il y a quelques jours. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient ici au casino quand Jean Sarrus est venu présider le festival. Et donc, on avait passé tout un super week-end avec Jean Sarrus. Donc, l'un des Charlots produit par Christian Fechner. Exactement. Et Christian était une bonne connaissance à moi. Et passionné de magie. Passionné, mais absolument. Il a écrit 4 bouquins, 2 sur Jean-Eugène Robert-Houdin et 2 autres sur un numéro qu'il avait présenté au Congrès magique mondial. Il avait d'ailleurs reçu un prix. Et Christian, il avait écrit ce bouquin énorme justement sur ces numéros, mais c'était ça. Et je me rappelle être dans le train et lire le bouquin et tout le monde me regarde parce que c'était un gamin qui avait emporté un bouquin qui a un truc comme ça énorme. Oui, aujourd'hui, j'ai mon iPhone, j'ai mon iPad, mais oui, prendre un livre, c'est différent. Alors celui finalement qui a joué un rôle, c'est l'un des premiers importants finalement, c'est ton camarade Tom au lycée qui t'a surpris donc en train de faire de la magie et ça lui a beaucoup plu et il t'a traîné chez la directrice. Tout de suite. Il avait vu mon livre et il m'a dit « tu fais de la magie ?» Je dis « Non, si. » Et on a parlé, on a un peu rigolé, je lui ai montré quelques trucs et alors il a dit « on va chez la directrice » parce que c'était juste avant Noël. On avait le marché de Noël et il est allé chez Madame Werner. Et il lui dit, David. Est-ce que Madame Werner est... Non, elle est pas là, je crois pas. Non. Mais elle est géniale. On se voit encore de temps en temps. C'est une dame exceptionnelle, Marianne Werner. Et Tom lui dit, David fait de la magie. Pourquoi on ne ferait pas un spectacle pour notre marché de Noël? C'était une bonne idée. Et elle dit oui. Et moi, je dis non. J'étais terrifié. J'étais vraiment non. Elle dit si, on va le faire tel matin. Donc on avait la aula, la grande salle des fêtes, 150 places. On a fait le spectacle le matin. On a d'ailleurs l'affiche. Il y avait un bouquin qui s'appelait Les Magiciens. Et l'affiche, c'était Mandrake. On avait découpé, à l'époque, c'était des photocopieux, c'était découpé à la main et tout, c'est pas comme aujourd'hui. Mais on a découpé Mandrake, on a fait mon nom avec la date, l'horaire et tout. Tom était très doué artistiquement, donc il a aussi aidé. Et on a fait un petit poster. Et le matin même, on a fait le spectacle pour 150 élèves. Et Madame Werner est venue tout de suite après. Tu peux en refaire un l'après-midi. Et je dis OK. Et donc j'ai fait 2 spectacles tout de suite le même jour. C'était mon début en fait. C'était déjà un peu Las Vegas finalement, mais donc c'était ton premier public, tes premières scènes. Oui, absolument. Et c'était génial. J'ai beaucoup aimé. Alors bon, tu dis effectivement que tu avais un problème de confiance en toi, confiance en soi. Mais aujourd'hui, est-ce que toujours ce manque de confiance en soi, c'est toujours là? Il est toujours là. Il y a toujours ces voix dans ma tête. Tu n'es pas assez, tu dois continuer, t'es pas assez bon, tu n'y arriveras pas. Je me rappelle que j'ai eu David au Moi, je me dis la même chose souvent. Hein. C'est vrai? Mais oui. Avant de présenter les soirs, je me dis, ce soir, tu vas te ratatiner comme jamais. Oui. Tu te dis ça aussi? Oui, c'est une grande responsabilité. Je sais que les gens sont là, ils me donnent leur temps, vous me donnez votre énergie, votre attention. Et c'est toujours cette peur de ne pas être assez. Et j'ai ça depuis tout petit. Je sais aussi d'où ça vient, mais c'est pas important. Mais j'ai eu cette conversation avec David il y a 4-5 ans, David Copperfield. L'autre. Et il me disait que c'est la même chose. Parce que lui aussi, c'est pareil. C'est toujours mieux, c'est toujours plus loin. Et quand il y a l'article d'un collègue, d'un concurrent, même moi, quand j'étais à Vegas avec lui, des fois, il m'appelait, il me dit, comment tu as eu cet article? J'ai dit, mais calme-toi, tu es là. Il dit non. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont ça encore. C'est ce besoin de donner plus, de toujours donner de 100%. Mais du coup, dirais-tu que ce manque, malgré tout, devient un moteur? C'est absolument. C'est ça. Absolument. Voilà. Aujourd'hui, on parlait de le fait de ne pas raconter à tout le monde. Bonjour, je suis David, je suis magicien. Donc, aujourd'hui encore, quand tu es avec des personnes que tu ne connais pas, peut-être dans un autre pays qui ne te connaissent pas, tu aimes garder ton métier secret. Oui. Effectivement, tu ne dis pas en arrivant. Non, bonjour, jamais. Je suis le magicien. Si on me connaît pas et qu'on commence à parler, je suis soit psychothérapeute, soit philanthrope. Philanthrope. C'est vrai. Je ne parle jamais de mon métier. Et ceux qui me connaissent, ils le savent, ils ne disent rien, ils me laissent parler. Comme j'ai fait de la psychologie, je sais de quoi je parle.
Et on parle, et après c'est fini. Je me dis, ok, tu as survécu. Je vais te laisser, David, retourner la photo qui est juste derrière. Alors, on la met où, celle-ci? Voilà. On la met derrière les autres. D'accord, voilà. parfait. Hop, voilà. Et on passe à la deuxième photo, mais tu l'as déjà citée. Ah. Vous l'aviez-vous reconnue? Bien sûr. Donc c'est une photo de David Copperfield, oui. Donc il y a quelques années, Il y a beaucoup de quelques années. Il devait avoir 21, 22 ans là. Qui est le magicien vraiment au plus grand succès commercial de tous les temps, célèbre notamment pour l'escamotage de pièces massives comme la Statue de la Liberté, d'autres aussi. Qu'est-ce que tu admires le plus chez David Copperfield? Son éthique de travail et son attention aux détails. Il est obsessif en ce qui concerne les détails. Il est obsessif en tout ce qui concerne son travail. Il n'arrête pas. Il m'a appelé au mois de mars. C'était justement l'année passée. Je devais venir ici pour quelques spectacles. On était en train de tout préparer. Il m'appelle à 4h30. Tu fais quoi ce soir? J'ai dit non. Je n'ai même pas répondu. Je dis pas ce soir parce que j'étais en plein boulot avec toute mon équipe. Et il me dit en anglais really, parce que David n'accepte pas de nom. Le nom, ça n'existe pas chez lui. J'ai dit bon, à quelle heure? Il dit 11h30. Je dis bon. Alors à 11h30, j'arrive dans son hangar, dans son musée. Il nous fait une tournée du musée. Il y avait encore deux dames du. C'est où son musée? Il a un énorme entrepôt. Je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés. Et il a son musée privé là-bas, qui justement, on avait l'équipe du Smithsonian qui était là pour faire un article là-dessus. Il y avait encore un ami à moi, John, que j'avais invité. Donc on fait toute la tournée du musée. Il nous fait la tournée personnelle. Il nous explique tous les tours, des trucs fascinants, magnifiques, super intéressants. Et à 2h30, on a fini. Et il avait déjà fait 2 spectacles. Donc il est épuisé. Le monsieur qui a 69 ans, il arrive comme ça. Après, il est effectivement cassé, c'est pas une blague, mais il donne encore cette tournée de 3 heures. Et après, allez, on se voit la prochaine fois. 4h30, je reçois un texto. C'était comment? J'ai dit, mais va au lit. Alors je lui envoie un texto, je dis, écoute, c'était génial, c'était magnifique, merci encore une fois, blablabla. D'accord, si tu as encore une idée, dis, tiens-moi au courant. 3 heures après, il me renvoie le texto. Et c'est un mec, il ne dort pas. Il ne dort pas, jamais. David, il fait des naps, il fait des siestes. Ah oui, c'est ça, des micros. Voilà, il fait des micro-siestes de 1 heure, 2 heures dispersées dans la journée, jusqu'à ce qu'il arrive à 6-7 heures par jour. Mais il n'arrête pas de travailler et ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours dit depuis tout petit, j'aimerais avoir son lifestyle. Et on me disait toujours, non, tu veux son argent. Je dis non, ça m'intéresse pas, je veux son lifestyle. Je veux faire 2 spectacles par jour, 3 spectacles par jour. C'est ça qui me rend heureux, c'est ça qui me remplit, qui me donne de l'énergie. Alors vous avez en commun un prénom, oui. David. Lui a choisi comme nom Copperfield, donc personnage de Dickens. Hein. Oui. Et apparemment c'est parce que ça sonnait bien, David Copperfield. Oui, exactement. Et je me disais que Goldrake, ça sonne bien aussi d'ailleurs. Oui. Goldrake. Dans Goldrake, on entend, alors si on dit Mandrake, non, mais si on entend Mandrake, donc on entend Mandrake. Bon, après, si on bouge une voyelle et on remplace une voyelle, on obtient Goldorak. Oui. Mais c'est pas Goldorak qui t'a fait choisir. Pas du tout. Pas du tout. Non. J'ai voulu un nom qui. Je suis fasciné par la mythologie du roi Arthur. Et je voulais toujours quelque chose, et les dragons. La mythologie du dragon me fascine toujours. J'ai encore aujourd'hui cette théorie que l'archétype du dragon provient des dinosaures et qu'on a tous ça en nous. C'est pour ça qu'il y a tous les dragons dans toutes les mythologies mondiales. Pour moi, c'est encore un reste des dinosaures. Si c'est le cas, je ne sais pas, mais c'est ma théorie. Anyway. Donc, je voulais quelque chose qui est un rapport avec le dragon, avec la légende d'Arthur, les chevaliers de la table ronde. Et je suis dragon, mais j'ai dit c'est trop évident, c'est trop in your face. Et donc j'ai trouvé l'ancien mot anglais Drake pour dragon. Et je voulais que ce soit noble. Je voulais que la magie soit quelque chose qu'on élève, un art précieux et tout. Et gold. Et donc j'ai pris Gold Drake. Et il y a une figure de style dans toute la littérature mondiale où on enlève une des consonnes quand 2 consonnes identiques se touchent. Donc, de Gold Drake, on est arrivé au Gold Drake. Tout simplement. Mais alors, et Mandrake, il a rien à faire dans tout ça? Rien du tout. Ben mince alors. Moi, j'étais persuadé que c'était Mandrake, effectivement. Rien du tout. Pas du tout. Bon, bah alors on va l'appeler Mandrake. Alors,
Parce que c'est vrai qu'en France, on disait Mandrake le magicien. Oui. Bon, mais tu as été quand même heureux d'être lauréat d'un Mandrake ou d'un Mandrake d'or en 2010. Exactement, oui. Alors, bon, tu as été très primé, hein, et puis je pense que tu continueras à l'être, mais en tout cas, ça a été une récompense importante. Ce Mandrake d'or en 2010, si on compare, parce que c'est le week-end des remises de prix, on va entrer dans le week-end des remises de prix, on pourrait dire, en tout cas pour les Français, que le Mandrake d'or, parce que c'était en France, c'était à Paris, je crois. À Paris, exactement. C'est un peu le César, César du magicien. Et quand tu as obtenu, quelques années plus tard, en 2015, le Merlin Award du meilleur illusionniste européen, est-ce là l'Oscar des magiciens? Ça pourrait se comparer, et c'est ironique, si je peux utiliser ce mot, qu'on parle de ça ce soir, parce que je l'ai reçu ici. J'ai reçu au chapiteau. Je ne sais pas si M. Berkmans était présent, mais c'était au mois d'octobre 2015, après notre accident avec Abby et moi. Et Tony Hassin est venu des États-Unis pour me remettre le prix ici au chapiteau. Wow. En octobre ou novembre 2015, oui. Ce sont des mois importants pour toi, hein, octobre et novembre. Oui. Enfin, octobre en tout cas. Octobre surtout, oui. Ouais, surtout, il se passe. Je ne sais pas si tu appréhendes du coup, parce qu'il y a eu des événements heureux et malheureux en octobre. Je ne sais pas si c'est un mois que tu vois arriver avec appréhension du coup. C'est le mois de ta naissance aussi, de ton anniversaire. Exactement, oui. Quand tu étais en première, c'est là la première rencontre avec David Copperfield. Tu as assisté à un spectacle de David Copperfield? Oui, à Francfort. À Francfort. Ouais, c'était le 27 septembre 93. Waouh. Alors, la précision de la date. Hein. Je ne sais pas si on peut tous citer une date précise il y a 30 ans. J'ai un cerveau très spécial. Donc, mais oui, donc c'est là que j'ai vu la première fois avec mon ami, avec ma partenaire Martine. Et j'ai vu le spectacle. J'ai regardé Martine, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Je sais que j'y arriverai. Elle m'a dit, mais t'es fou. J'ai dit, mais non, si tu travailles beaucoup, si tu donnes tout ce que tu as, je sais que je pourrais y arriver. Et effectivement, Christian Fechner, on s'était vu quelques mois après. J'avais dit à Christian, j'ai dit, je serai prêt à travailler 24 heures par jour quand je serai au sommet. Et Christian me regarde avec son cigare faux et tout, toujours. Et me regarde, mais non, David, c'est maintenant que tu dois travailler 24 heures par jour. Après, c'est trop tard. Et ça, c'était une grande, grande leçon de vie. J'ai commencé tout de suite, je n'ai pas arrêté, et Christian était une des voix dans ma tête qui m'a toujours poussé. Donc il y a des voix dans ta tête? Il y en a. Et ton cerveau particulier, tu peux nous en dire quelques mots? Je ne sais pas si je peux en parler. J'ai quelques désordres, comme on appelle ça, entre autres le syndrome d'Asperger en français, c'est ça? Oui, ou Asperger. Ouais. Asperger, voilà. Donc oui, j'ai beaucoup de ça, et ça me permet justement de faire mon métier comme je le fais. Mais les Asperger sont souvent surdoués. C'est ce qu'on dit. Bon, déjà pour apprendre cette langue. Hein. Non. On va parler de quelques personnalités dans l'histoire de la magie qui ont compté. Et je suppose que toi, le magicien, tu t'es intéressé à la vie des grands magiciens. Alors, j'ai cherché l'origine de la magie. J'ai trouvé des sources en Égypte, mais après, j'ai lu un texte en disant que c'est pas vrai, enfin, etc. Donc, mais si on s'intéresse, on va pas de toute façon parcourir des milliers d'histoires de magie, mais en tout cas, la magie plus récente, la magie moderne, il y a un premier personnage important, une personnalité qui s'appelle Jean-Eugène Robert Houdin, qui est né au début du 19e siècle. Voilà, il est là, il était né au début du 10e siècle, il était français, il était horloger de profession, et c'est aussi ça qui lui a permis justement de faire les tours qu'il faisait, parce qu'il était très précis dans sa façon de penser, dans sa façon de travailler. Et c'est le père de la magie moderne, entre guillemets. C'est lui il avait son premier théâtre à Paris, son propre théâtre, il a créé beaucoup de numéros qui sont encore des classiques aujourd'hui. Et même politiquement, on l'avait envoyé en Algérie à l'époque pour éviter la grande révolution. De nouveau, en tant que magicien, il était conscient de beaucoup de principes que les mortels, entre guillemets, ne connaissent pas. Donc, on l'a envoyé chez les marabouts. Il a fait quelques démonstrations de magie justement pour montrer, voilà, on va se calmer, c'est bon, etc. C'était un personnage fascinant. J'ai lu sa biographie ou ses biographies parce qu'il y en a quelques-unes. Et c'est lui qui est responsable, en fait, pour aussi l'image du magicien qui, aujourd'hui, n'est plus le magicien de rue, mais un magicien en costume, un magicien, justement, qui se montre dans les salons privés. Et il avait réalisé un automate qu'il a vendu à Barnum. Exactement. Donc là, on traverse l'Atlantique. Absolument. Oui, c'était surtout à l'époque. Aujourd'hui, la globalisation est quotidienne, mais là-bas, à l'époque, c'était pas la même chose. Mais peut-on dire que Robert Houdin est donc à la source de nombreux numéros, de tours,
qu'on retrouve encore aujourd'hui? Je ne dirais pas de tour, mais il est à la source de l'esprit, de ce qu'on vit aujourd'hui. Et j'irais à comparer David, même David Copperfield, à Robert Houdin, dans le sens que Robert Houdin avait, comme j'ai dit, il a monté l'image du magicien. Il lui a permis d'aller dans les salons. Ah, ouais. Et dans les années 90, David, il a permis aux magiciens de devenir des pop stars, des rock stars. Il s'habillait comme une star. Il avait le designer, c'était du Gucci, c'était du Versace, c'était du Karl Lagerfeld. Et il a vraiment donné de nouveau une nouvelle dimension aussi à l'image de la magie. Et Robert Houdin l'a fait au 19e siècle, justement. Alors, si on ajoute un i à Houdin, C'est Houdini, Harry Houdini, Harry justement. Houdini, donc Eric Weiss, Exactement. originaire de Budapest. Voilà, hongrois d'origine, qui a effectivement pris son nom de Robert Houdin. Il voulait justement s'inspirer de lui, ou plutôt du nom, et c'est là qu'il a rajouté le i pour devenir Harry Houdini. Ouais. C'était un des grands escapologistes aussi du début du XXe siècle. C'est ça. Et Ce que tu fais aussi. j'en fais aussi, oui. Et un mec fascinant, quelqu'un. J'ai lu. Il y a tellement de biographies à son sujet. Et ce qui me fascine surtout, c'est qu'il avait un contemporain, Howard Thurston. Ils tournaient beaucoup, tous les deux. Harry faisait beaucoup de foires, il faisait beaucoup de numéros plutôt que de spectacles, alors que Howard Thurston faisait des grandes tournées, comme moi j'en faisais par exemple à l'époque et comme j'en fais partiellement. Et à leur époque de vie, Howard Thurston était beaucoup plus célèbre que Harry Houdini. Et quand il est décédé, son épouse Bess, elle a continué à garder son nom vivant. Il faisait des séances spirit, c'est ça? Ouais. Tous les 31 Spiritisme, octobre, oui. voilà, tous les 31 octobre, pour justement essayer d'avoir l'esprit de Houdini présent. C'était dans la presse, c'était tout. Ils avaient un attaché de presse, Edward Saint. Aujourd'hui, en 2024, donc l'année passée, il y a des historiens qui ont découvert que probablement Bess Houdini et Edward Saint, l'attaché de presse, avaient une relation et ensuite se sont mariés. Ça n'a jamais été publié, mais on vient de trouver ça récemment. Donc, elle a fait tout pour que le nom de Houdini reste dans le public pendant 10 ans encore après sa mort. Ce qui fait qu'il est devenu beaucoup plus célèbre après sa mort qu'avant. De son vivant. Oui. Et as-tu vu, je me suis posé la question, si gamin, tu as vu ce film Oui. Houdini, le grand magicien avec Tony Curtis dans le rôle de Houdini. Oui. Qui encore aujourd'hui donne la mauvaise version de sa mort. Oui. Parce qu'il est mort d'une péritonite. Il y a un jeune étudiant de boxe qui lui a donné un coup de poing et il est décédé de ça 3 jours après à l'hôpital, alors que dans le film, il soi-disant meurt dans l'aquarium. C'est ça, effectivement. Ouais. Mais film fascinant, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Moi, je l'ai vu gamin aussi, et c'est un film qui m'a marqué, j'ai pas oublié. Hein. Un autre nom, alors une personnalité, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, moi je ne le connaissais pas, mais toi bien sûr. Di Vernon, c'est un Canadien originaire de Ottawa. Oui. Bah, Di Vernon, qui a été contemporain à une partie de sa vie de Houdini. Exactement. Pour ceux qui ne... La magie a beaucoup de disciplines. Nous avons de la magie de scène, magie de grande illusion, mentalisme, manipulation. Et nous avons ce que nous appelons le close-up, la magie de proximité. Et Di Vernon était le pionnier, voire le créateur de la magie de close-up comme on la connaît aujourd'hui. C'était à la base un silhouettiste. Il était excellent avec les ciseaux, avec le papier. Mais la magie, c'était sa passion, c'était son hobby. Et il a développé des millions et des millions de tours, de moves, de tout. Il était tellement obsédé. C'est lui qui a vraiment révolutionné et créé justement ce nouveau style de magie de close-up qu'aujourd'hui beaucoup de magiciens pratiquent. Que tu pratiques aussi. De temps en temps. De temps en temps. Mais c'est pas ta discipline première. Non. Non. On va les citer encore. Moi, j'avoue aussi ne pas les connaître, mais toi, oui aussi. Penn et Teller. Ah oui. Penn and Teller, ils ont une émission télé sur une émission allemande, et je suis sûr que beaucoup de gens mondialement entre-temps les ont vus sur YouTube. Ils ont un spectacle au Rio, à Las Vegas, et ça fait maintenant, je crois qu'ils ont fêté leurs 50 ans ou 40 ans sur le strip. 2 magiciens exceptionnels qui, à l'époque, ils étaient Penn, qui est celui avec les lunettes, grand, parle tout le temps, alors que Teller, qui est un peu ma taille, qui est plus petit, lui ne parlait jamais. C'était un peu ça, c'était leur gimmick. Et ils ont encore leur spectacle aujourd'hui, après 40 ans, sur le strip à Las Vegas. Mais je me disais, il y a plusieurs décennies, donc avant cette période-là, les magiciens ne parlaient pas. Enfin, j'ai l'impression qu'ils parlaient peu ou pas. Ça dépend. Il y a différents styles. Moi aussi, j'ai des numéros où je parle, j'ai des numéros musicaux, donc ça dépend. Effectivement, oui. Ça dépend de la personnalité du magicien aussi. Et de ce qu'il veut véhiculer, oui. Effectivement. Oui. Nous allons découvrir à présent la photo suivante, autre photo d'un grand magicien. Alors, posons. Hop, merci. Voilà. Et voici.
Donc celui-là, tu le connais. Oui, ça c'était le poster de mon premier spectacle public, le 11 mai. C'est dessus la date, le 11 mai, oui, 96, exactement. Donc David Goldrake Oui. and His World of Magic and Illusion. C'est ça. C'était où ton premier spectacle? C'était à Bacharach, au Hall 75, qui n'existe plus. J'avais 22 ans. J'avais contact avec la commission culturelle de Bacharach et je leur ai proposé justement de faire un spectacle pareil comme Madame Werner. D'accord, ils savaient pas à quoi ça s'ouvrir et on a fait un spectacle justement au Hall 75 et on a rempli la salle. On avait 600 places de rempli tout de suite. J'avais la couverture du magazine Revue, du Tageblatt, du Luxembourg Avort et tout ça. C'était incroyable à l'époque. J'avais 22 ans. Ouais, et c'est parti là. À partir de ce spectacle-là, ça a été vraiment comme ça. Ouais. Mais c'était la rampe de lancement. Ce qui me fascine encore aujourd'hui, et je n'ai pas changé sur ce point-là. Les gens ont commencé à me reconnaître très très rapidement partout au Luxembourg, et c'était terrifiant. Au lieu d'être la personne qui adorait ça, je suis au centre de l'attention, c'était laissez-moi tranquille. C'était vraiment la peur que les gens me reconnaissent. Et j'ai ça encore aujourd'hui de temps en temps. Je suis très introverti, mais oui, ça m'est arrivé très très tôt. Et tu t'es fait connaître au grand public luxembourgeois en 1997, même avant. Alors effectivement, avec une émission de télé, c'est ça, Zauberei Mam David Goldrake. Voilà, ça c'était en donc 97. La magie, oui, 97, c'est ça, la magie avec David Goldrake. Hein. J'avais une petite séquence de 5 minutes tous les mercredis. Pareil, je suis allé chez RTL et là j'oublierai. Oh man, c'est rigolo ça. Tous les souvenirs. Je suis allé chez RTL, je les ai appelés, je voulais un rendez-vous et je dis j'aimerais un TV special, j'aimerais mon émission télé. Et Vic Reuter Prime time. Voilà, Vic Reuter qui me regarde, mais c'est quoi ça? Je dis ouais, mais David Copperfield, il a Siegfried et Roy, ils ont tout le monde à ça, je veux aussi une. Comme ça, je veux. Et il dit mais non. Je dis pourquoi pas? Je suis encore comme ça aujourd'hui. Pourtant, introverti, dis-tu. Ah oui, mais je sais ce que je veux. Et ça, je sais que c'est très paradoxe, mais c'est comme ça. Et ils m'ont dit non. Et j'ai dit bon, d'accord. Et je rentre à la maison. 2 semaines après, je rappelle. Et après 6 mois, il y a Frank Tops qui me dit écoute, on va te donner 5 minutes à partir de la saison prochaine. Je dis pourquoi seulement 5? Il dit c'est ça ou rien. J'ai dit merci. Et j'ai fait cette émission. Et ouais, c'était sympa, c'était très sympa. Ce qui me fait rire aujourd'hui encore au sujet de cette émission, j'ai une connaissance à moi qui, on s'est connus il y a 15 ans et elle regardait l'émission à l'époque. Elle m'a dit un jour, elle me dit, je trouvais ça tellement nul. Je dis, ce mec, il ne réussira jamais. Et je lui dis, t'avais raison. Et puis, tellement pas réussi que quelques années plus tard, tu vas donner tes premiers spectacles aux États-Unis. Oui, effectivement, tu vas partir à Los Angeles, à Hollywood, dans le Magic Castle. Oui, ça c'était en 2002. Oui, c'est ça, 2002. C'est quoi le Magic Castle? C'est à la base, c'est un club privé qui a maintenant, je crois, ils ont 65 ans, 63 ans, qui engage uniquement des magiciens de très haut niveau. Pour entrer, il faut être membre, soit il faut être invité, soit il faut être membre. Il y a un membership annuel qui est très très cher. Les membres vont de Hollywood aux politiciens, à l'armée, il y a de tout, vraiment de tout, c'est très très cool. Et donc, il n'y a que les meilleurs magiciens au monde qui peuvent travailler là-bas en fait. Ouais. Et j'ai eu la chance en 2002 justement d'être booké pour la première fois. Voilà, pour la première fois parce que tu y es allé régulièrement. Oui, depuis, oui, très régulièrement. Il faut pas se tromper quand on annonce une année à David Goldrake. Je suis en train de le comprendre. Donc là, je sais que c'est bien en 2014. Tu t'es produit pendant 3 mois à Reno, dans je sais pas comment dire, Reno, hein, dans le Nevada, qui est surnommée la petite sœur de Las Vegas. C'est ça. Donc c'était vraiment là, ça a été une autre porte qui va s'ouvrir à travers Reno, celle de Las Vegas. Mais tu as eu ça s'est très bien passé, beaucoup de retours positifs à Reno. Donc tu avais progressivement le sentiment de te dire ça y est, j'arrive, là, je suis en train de réussir vraiment mes ambitions les plus folles. Reno était le déclic. Reno, on avait 3 mois, c'était au GSR, Grand Sierra Resort, qui était un ancien Hilton, si je ne me trompe pas. Et il y avait certains impresarios qui sont venus voir le spectacle et qui m'ont dit, mais tu es vraiment bon. Et pour la première fois, j'ai eu ce petit chuchotement dans ma tête qui est devenu plus fort. Les voix te disaient quoi? Voilà, cette voix qui, à l'époque, était un petit chuchotement, m'a dit, mais c'est le moment. Et j'ai commencé à rechercher vraiment le marché de Las Vegas.
J'ai commencé à appeler les casinos, à oser appeler, à demander les noms des entertainment directors, de ceux qui engagent les artistes et tout. J'ai fait ma liste et c'est là que c'est devenu très tangible et très concret. Mais est-ce que tu as fait comme pour télé à l'époque RTL, je veux une salle, je veux une grande salle et tous les soirs pendant des années? Oui, c'était un peu ça. J'ai appelé, j'ai dit voilà, je suis telle personne, j'aimerais le nom de votre responsable. J'ai noté. Et je me suis renseigné, j'ai demandé à tous mes amis, à tous mes collègues qui avaient soit déjà fait le pas, soit qui connaissaient le marché. J'ai dit comment est-ce que ça fonctionne à Las Vegas? Quel est le modus operandi? Et on m'a tout expliqué. J'ai passé des mois et des mois à tout rechercher. J'avais entre-temps, grâce à mes connexions, un agent, un manager là-bas qui s'occupait de ça, qui avait déjà fait de l'achat aussi pour des casinos dans le passé. Et il m'a beaucoup aidé. Donc, pendant 3 ans, après 2014, ou plutôt 2 ans, on a intensivement démarché tous les casinos de Las Vegas. Mais, après Reno et avant Las Vegas, le drame. Yes. Octobre 2015, la chute... Donc, pour toi et pour Abby Lynn Albany, donc son nom d'artiste, c'est Viola ou Viola? Yeah, Viola Lalamia. Oui. Lalamia, effectivement, cette chute, une chute de 3 mètres, ça s'est passé à Ettelbruck en répétition d'un spectacle. C'est ça, oui. Et elle s'est très mal reçue et donc fracture, blessure grave au cervical. Oui, elle est restée paralysée à vie. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, j'ai encore des dommages. Tu souffres, tu as des douleurs. Hein. J'ai des douleurs, mais ce n'est rien comparé à ce qu'elle vit, donc je n'en parle pratiquement jamais. Mais oui, j'ai réalisé là que la vie change en une milliseconde. On avait travaillé pendant des mois pour cette tournée. C'était très intensif. Une des dates était ici au chapiteau. Et je vais rajouter un peu d'humour comme ça. C'est pas tel quel, mais la veille de l'accident, on s'était vu, on a dit après la première qui était le vendredi, on a dit on va dormir tout le samedi, tout le dimanche on va faire l'amour et après on continue notre vie. Parce que partenaire, il y avait une vieille formule en France, on disait partenaire à la scène et à la ville. Exactement, c'était le cas. Et on est en pleine répétition générale. On a fini, tout est fini. On veut seulement rentrer. On met encore nos costumes une dernière fois. Les dernières 5 minutes, elles montent. Tout marche bien. Je monte, je sens un petit coup. Et je vois toute mon équipe, mes techniciens qui sont derrière, comme Alex et Ronnie, là-bas, je les vois se rapprocher. Et je dis, t'es crevé, ça va plus. Il faut que tu dormes un peu. Et je regarde par terre et je vois le sol se rapprocher. Et c'est là que je réalise tout le système avec nous est en train de tomber vers l'avant. Et j'ai simplement crié, je dis, hold, tiens-toi. Je l'ai tenu sous la nuque avec ma main. On a atterri par terre et moi j'ai atterri sur mon côté droit, j'ai eu tout le truc qui m'a cogné la nuque et là, au premier moment, comme tous les artistes, le cliché, pardon pour mon langage à la con, de show must go on, qui résonne dans ma tête. J'ai dit on est bon, on va, ça va, parce qu'elle est là comme ça. Je lui dis est-ce que tu vas bien? Et elle dit seulement de l'air. Elle respirait plus. Et on est allé à l'hôpital et après 2 heures, le médecin est venu chez moi. Il m'a dit elle a cassé le C3, C4 et elle était paralysée. Voilà, et c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais, mais tu as une volonté très forte. Elle a aussi une volonté très forte. Oui. Et je pense qu'elle a récupéré au-delà des pronostics les plus optimistes de l'époque, non? Oui. À l'époque, le médecin nous a dit elle ne respirera jamais d'elle-même, elle ne bougera jamais, ça restera un légume à vie. Et devant lui, j'étais comme je suis là, invincible man. Je dis, vous allez voir. Et le moment où il est sorti, je me suis effondré. Tous les infirmières, super équipe au CHL, sont venus chez moi et m'ont pris, m'ont dit, écoute, ne l'écoute pas. Et oui, on s'est battu un maximum. Et d'ailleurs, j'ai revu le médecin au mois de décembre, Christian Ferretti, et on a pleuré chacun l'un dans les bras de l'autre. C'était un moment très, très, très puissant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, là, ça a été vraiment une chute au propre et au figuré. Et donc, tu as été vraiment près de ton épouse, enfin de ta compagne. Mais il y avait toujours Las Vegas aussi. On avait tout entamé. Et je lui ai dit, elle venait à peine de sortir d'un coma, elle ne pouvait pas encore parler. Et j'ai trouvé tout un système pour communiquer avec elle. Et je lui ai dit, j'annule tout. Vegas, la tournée ici, elle a commencé à pleurer. Et avec ses yeux, elle fait comme ça, elle fait le va-et-vient. Je dis mais elle dit absolument pas. Et donc on a tout gardé. Au fur et à mesure, elle s'est améliorée évidemment.
Elle a recommencé à reparler. Elle m'a dit, il faut qu'on y aille. De toute façon, elle voulait rentrer chez elle. Elle est américaine. Donc, on a tout fait pour. Et au début du mois de mars 2017, on a déménagé. Bon, la scène, parfois, c'est dangereux d'être sur scène. Toujours. Il y a toujours des accidents qui peuvent arriver. C'est arrivé à David, c'est arrivé à son équipe. À Siegfried et Roy sont un parfait exemple avec le Tigre en 2003. Oui. Donc, il y en a plein. Il y a des magiciens qui se sont noyés. Il y a des assistantes qui ont eu des accidents. Il y a eu de tout. Même en close-up, il y a des choses qui peuvent arriver partout. Et je pense que on a cette faculté en tant qu'humain. Il y a tous les dangers. Même il y en a qui les voient plus, il y en a qui les voient moins, mais notre nature est qu'on sublime tout ça, on continue, on ne fait pas attention, on n'y pense pas plutôt, on fait attention mais on n'y pense pas, mais c'est omniprésent, le danger est omniprésent. Ça, mais du coup, je repensais à l'accident de cette jeune artiste française, Sarah Guyot, donc Sassoon, qui était dans l'équipe de K, effectivement. J'y pensais parce que Las Vegas, bien sûr, oui. Et qui a fait une chute de 15 mètres, et c'est ça. Qui s'est tué, effectivement. Oui, et j'ai quelques amis qui sont dans la même situation récemment, qui sont tombés de 15 mètres, 10 mètres, 8 mètres, et voilà, ça fait partie du métier. Allez, je te laisse retourner la photo suivante. Donc, on va glisser celle-ci par derrière. À deux, c'est bien. À deux, c'est mieux. Toujours. Voilà. Mais oui, c'est vrai que je suis ton partenaire. Voilà. Oh. Alors, nous te reconnaissons. Oui. On s'est demandé en revanche qui était la personne qui se trouve à ta droite, complètement. Alors, ça, c'est Lance Burton. Ah. Lance Burton. Alors, histoire d'abord, Siegfried et Roy. Voilà, on va parler de Siegfried et Roy. Voilà, c'était les magiciens c'était les avant-derniers magiciens sur le strip à avoir un vrai contrat payé. 54 millions par personne par an. Ils gagnaient. 54 pour Siegfried, 54 pour Roy. Exactement. Ça fait 108-2. Hein. C'est ça. Et Lance Burton était le dernier qui a eu un contrat fixe au Monte Carlo. Le groupe MGM, qui avait aussi le Mirage à l'époque, après que Steve Wynn l'avait vendu. Et Guido, tu me corriges si je me trompe, Guido, mais je crois que c'était effectivement ça. Donc, le Monte Carlo a engagé Lance Burton avec un contrat aussi phénoménal que Siegfried et Roy à l'époque, pendant 13 ans. Et contrairement à Siegfried ou Roy, Lance, il est très casanier. Je sais pas quel âge il a maintenant, Lance, mais il est très, très casanier et il se plaignait toujours qu'il devait travailler beaucoup. Je dois aller à la maison trop tard, j'aimerais aller au lit. Et le jour où il a eu l'occasion de se retirer, il s'est retiré. Et lui, maintenant, ça fait 15 ans qu'il ne travaille plus. Il y a eu un ami commun qui a eu besoin de beaucoup d'argent récemment. On parle d'il y a 2 ans. Et Lance a décidé, on va t'aider. Ils ont refait une petite tournée, Lance Burton and Friends. Donc, il fait des petits spectacles à droite et à gauche. Mais oui, Lance, c'était une des grandes stars aussi à Las Vegas, comme Siegfried et Roy, mais beaucoup plus local. Ouais. Alors, il y a eu cet accident en 2003, effectivement. Oui. Donc, toi, tu as été très proche jusqu'à sa mort de Siegfried, décédé en 2021. Oui. Et bien sûr, tu parlais du Mirage. Tu les as rencontrés, enfin, tu as rencontré Siegfried. Attention, parce que je pensais à ce que tout à l'heure en t'écoutant. Donc, on va comprendre. Tu as rencontré Siegfried à Las Vegas en 1996. Exactement. Pour un moment comme les organise ici le Casino 2000 aussi, un meet and greet, donc rencontre avec Siegfried. Oui, pareil comme RTL. Comme RTL. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il y avait téléphone, et j'ai réussi à trouver le numéro de téléphone du manager de Siegfried et Roy. J'avais booké mes places au mois de décembre, et j'appelle Bernie Human, le manager de Siegfried et Roy. Voilà, je m'appelle David Goldrake, je suis un jeune magicien à Luxembourg. On vient telle date avec ma copine, Martine. Je veux avoir un meet and greet. Et le mec qui me dit, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi pas? Et il me dit, parce que c'est pas comme ça, on fait ça en dernière minute, etc., etc. Je dis, bon, d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? Je voulais une solution. Il dit, ben non, rappelle-moi dans quelques mois et on verra. D'accord. 2 semaines après, je le rappelle. Et il a pris mon appel, mais ça c'était génial. Un super manager. Il est encore d'ailleurs Anthony Hopkins est un de ses clients encore actuellement. Il a fait Mohamed Ali, etc. Donc il est exceptionnel, mais il a pris mes appels à chaque fois et pendant 6 mois, j'ai pas arrêté. Et c'était toujours, mais fous-moi la paix. Et je pense qu'il ne pouvait pas faire que ton numéro, comme on dit, quand on reçoit des appels, tu vois, soit caché. Ouais. Oui, voilà. Non, mais bon, ou qu'il le voyait. Mais donc effectivement, j'arrive là, je suis dans la salle. Génial, le Mirage, c'était spectaculaire. C'est un moment inoubliable. Je suis là avec Martine, et il y a une dame qui vient chez moi. Are you David Goldrake? Yes.
Je sais ce qui va venir. Yes. Elle me dit, bah, tu attends près de la porte là-bas. Et après le spectacle, on a attendu. Et je pense que c'était bien 20 minutes, 25 minutes. Et tout à coup, j'entends derrière moi, en allemand, Hallo Luxembourg. Et c'était la voix de Siegfried. Et à l'intérieur, et ça c'est de nouveau moi, le paradoxe de David Goldrake, dans moi, c'est Dieu est là. Ça n'arrivera plus jamais. Et je le regarde et il est tout seul. Et donc, donc ici, il y a Dieu et ma voix qui dit, il est où Roy? Au lieu de dire, waouh, waouh, non, où est Roy? Et Siegfried qui me dit en allemand, mais est-ce que je ne suffis pas? Je dis, si. Il s'est pris 45 minutes. 45 minutes pour moi, pour Martine. Un long mythe. Hein. C'était énorme, c'était fascinant. Et c'est quand je fais des talks publics pour des sociétés ou tout, j'ai ce que j'appelle le Siegfried Factor. Il avait ce don, Siegfried, encore jusqu'à sa mort. Avec quiconque il parlait, il avait le don de faire ressentir à cette personne le sentiment d'être unique au monde. On allait déjeuner ou dîner ensemble, des gens venaient pour faire des photos. Et après cette photo, ces gens, ils avaient grandi de 20 cm. Il était d'une générosité, il était d'une attention. It was all about them. C'est lui qui illuminait les autres plutôt que l'inverse. Et ça m'a toujours fasciné chez lui, depuis toujours. Et donc Bernie Human est venu après, il nous a rejoints, et il me regarde et il me dit, c'est toi? Je dis. Et il regarde Siegfried, il me dit, ce mec, il m'a hanté, il m'a harcelé pendant 6 mois. Il mérite chaque minute de ton temps. Mais c'était incroyable. J'oublierai jamais ce jour. Et c'est vraiment le début d'une longue amitié. Oui, plutôt oui, avec Siegfried, donc. Oui. Roy n'a jamais été très sociable avec les humains. Mais Roy avait aussi une autre, il adorait les animaux, c'était son monde. Mais ils avaient tous les deux une différente approche. Quand on était au Tropicana, ils sont venus voir le spectacle. On a vu la photo d'avant. Siegfried était le magicien. J'ai demandé à Siegfried alors quoi, comment et tout. Alors on dissèque le spectacle. Et Roy, on est en train de dîner. Et Roy m'a dit une seule chose. Et il avait raison à l'époque. Parce que j'avais un ami comédien, Alan Bursky, qui était le plus jeune comédien à être sur le Johnny Carson Show à 16 ans. Et Alan me disait toujours, si tu deviens encore un peu plus blanc, je t'appellerai Casper. Parce que je faisais mon aquarium torse nu. Et voilà, j'étais pâle. Et la seule chose que Roy me dit pendant le dîner, il me dit avec sa voix, You need more sun. Et je regarde, je dis, je sais. Mais ça, c'était la seule chose. Siegfried, c'était les tours, c'était l'éclairage, c'était si. Roy, c'était le look, c'était tout ce qui était autour. C'était un team phénoménal. Voilà. Et puis cet accident, alors, voilà, qui a été terrible pour Roy, effectivement, en 2003. Et ils avaient quand même 60 tigres blancs. C'est fou. C'était énorme. C'était énorme. Une ménagerie incroyable. Ouais. On va avancer, il faut qu'on avance. On va en arriver tout doucement au Tropicana parce que l'heure tourne, hein, il nous reste quelques minutes. On va arriver au Tropicana. Oui. Est-ce que, alors ce contrat au Tropicana, tu vas nous expliquer comment ça s'est goupillé, mais est-ce que tu t'es dit au moment où le contrat a été signé, j'imagine, avec le Tropicana, qu'à ce moment-là de ta carrière, c'était le Graal pour toi? C'était une étape importante. Depuis toujours, j'ai toujours dit je veux faire Vegas comme étape dans ma carrière. Ce n'était pas l'étape finale. Et quand j'ai eu ça, j'ai dit voilà, ça, tu as atteint un bon niveau, tu es là où il faut et tu peux continuer. Donc ça, c'est ce que le Tropicana représentait pour moi. Oui, on a signé le contrat au mois de janvier 2017, si je me trompe pas. Et on a déménagé. Pas de jour précis là? Non. Non, vraiment. Ça me surprend. Non. Et après, on est retourné en Europe, on a tout pris nos affaires, on a déménagé au mois de mars et ça a commencé. Et on va regarder le teaser. Oh wow. Join award-winning illusionist David Goldrake in Las Vegas's newest magic spectacle, Imaginarium. Discover spectacular illusions, death-defying escapes, and stunning variety acts in a magical, immersive experience that will shatter your perception of reality. Get your tickets now at davidgoldrake.com. On va dire quelques mots. Oui, on peut appeler. Bah oui, quand même. Merci. Quelques mots sur le fonctionnement effectivement de Las Vegas. Parce qu'on pourrait se dire génial, David, tu as signé un contrat et pourtant tu n'es pas le roi du désert pour autant avec ce contrat à Las Vegas. Tu ne passes pas moi je me dis tu devais passer tes journées tout en haut du Tropicana dans une immense suite, enfin penthouse, je sais pas quoi, à attendre la représentation en buvant du champagne toute la journée. Bien sûr. En fait c'est pas ça du tout parce que tu dois bosser. Enfin en dehors de la scène, il y a du boulot. Oui, c'est un Shark Tank, c'est un aquarium de requins.
personne ne dort, on travaille non-stop. Je me rappelle que l'Essentiel m'avait interviewé tout au début. On a fait toute l'interview et il y avait un des commentaires après qui m'a tellement blessé parce qu'il y avait un monsieur qui a dit mais ce mec il parle de travail, il ne survivrait pas 2 heures dans nos usines. Et moi je voulais lui dire mais je viens demain à ton usine et je te massacre en moins de 8 heures et je serai encore debout et toi tu seras par terre. C'était pas comme Parce dans que- l'administration. Non, pas du tout, mais on travaille vraiment très dur. On ne fait pas que le spectacle. En tant qu'artiste, tu es aussi producteur, tu t'occupes des ventes des places, les fonds. En tout, plus, tu as pu trouver les fonds, les mettre en place, toute la structure, trouver le personnel, engager le personnel, gérer le personnel. Mais donc le casino ne fait pas grand-chose. Non, les casinos depuis justement 80. C'est ça, effectivement. Voilà, ils ont arrêté après Siegfried et Roy. Ils ont réalisé que les producteurs ou les boîtes de production ou les impresarios étaient prêts à risquer eux-mêmes. Parce que c'était une coproduction entre Le Mirage et Irwin Feld, respectivement Steve Wynn. Et là, ils ont réalisé, mais tiens, ça va différemment. Et là, ils ont décidé, ah non, si vous voulez venir, c'est à vous de payer. Donc nous, que ce soit moi, que ce soit David Copperfield, que ce soit Céline Dion ou d'autres, dans la majorité des cas, on loue la salle et on est responsable de tout. J'avais une équipe de 35 personnes qui travaillent pour moi, que je gérais. Et il y avait le marketing, il y avait les ventes, il y avait la mise en scène, il y avait de tout. Et on en rigolait parce que tu as un jour de libre, entre guillemets, tu n'as pas de spectacle. Tout le monde dit, ah, tu te reposes. Non. Là, j'ai encore 5000 mails auxquels je dois répondre le lundi soir. Ou Donc, peut-être que, effectivement, ouais. dans ton jour de repos, tu dois inviter les chauffeurs de taxi. C'est ce qu'on faisait aussi. Alors ça, c'est Oui, quand oui. même fou. Las Explique-nous. Vegas, c'est très old-fashioned dans le sens que ça marche beaucoup encore de bouche à oreille. Les brokers, les vendeurs de tickets, il leur faut quelque chose pour vendre. Et ce quelque chose, c'est souvent le bakshish. Donc, à un moment, on a eu tellement d'épisodes rigolos où tu arrives le matin chez les ticket brokers, chez les brokers de tickets, tu leur ramènes des donuts. Et à côté de toi, il y a le producteur de Copperfield et bon, tu leur donnes toi d'abord ou moi d'abord. Et c'est comme ça. Et pour les taxis, on avait fait une journée taxi, on avait fait une lunchbox avec des places gratuites et tout. Le but, c'est que quand tu atterris en tant que touriste à Las Vegas, tu demandes au taxi. C'est ton premier contact. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Où est-ce qu'on va? Ah, mais tu vas voir David Goldrake. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Et le sous-titre, c'est mais parce qu'il m'a payé ma pizza aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que ça marche à Vegas avec tout. Ouais. Oh, bah justement, on va voir David Goldrake. Alors, je Oh, précise wow. que c'est légèrement en accéléré, ce que nous allons voir. Oui. Donc, une vidéo du spectacle. Donc, c'est Ben voilà, là vous voyez Casper, tout pâle. c'est Le visage, il est maquillé, donc on voit la différence de couleur. Et ça, c'est un numéro qu'on a créé justement pour le spectacle à Vegas, que j'ai fait la première fois ici en 2015 avant de partir. Les animations vidéo ont été faites par la même équipe, comme on a parlé avant, qui avait fait les animations pour Céline Dion quand elle a fait son premier spectacle à Las Vegas. C'est la même équipe qui a fait ça. Et là, je reste sous l'eau environ 2 minutes 30, et je dois m'évader. T'es entraîné pour ça aussi. Voilà, effectivement. Et la différence entre ce tour-là et beaucoup d'aquariums, d'évasion, c'est qu'on ne couvre pas. Je voulais que les gens puissent voir exactement comment je défais les cadenas avec une épingle à cheveux. Et voilà. Donc là, on voit le dos, le tout. Maintenant, je vais tomber bientôt dans l'eau. Et tout ça, ça prend 2 minutes et demie. Et voilà, je suis sorti. Et oui, voilà. Bravo. Hein. Est-ce que, comme un chef a des plats signatures, tu as toi des numéros signatures? Ça, c'en est devenu un. J'avais un autre numéro que j'ai fait très très longtemps où j'enclavais 3 bagues empruntées à des spectateurs et que je les enclavais. Ça, c'est devenu un de mes numéros aussi de signature très très rapidement. J'ai une autre pseudo-évasion comique que je fais depuis très longtemps aussi. Et voilà, donc j'ai quelques numéros et on vient de rajouter un numéro dans ma tournée récente que personne ne fait au monde, qui est aussi tout nouveau et qui est à moi. Et il a l'air de marcher bien pour le moment. Et qu'on verra peut-être bientôt ici. Ah oui. On donnera la date. D'ailleurs, bon, la Covid est arrivée et puis ça a mis fin à l'aventure. Après, tu as produit des spectacles en ligne, mais ça a mis fin à tes scènes au Tropicana. Hein. Tout le monde. On a tous arrêté. On parlait avant avec Madame Nagel comment c'était quand même différent l'Europe, voire d'autres pays, d'autres continents. Las Vegas. Il n'y a pas de quoi qu'il en coûte. Las Vegas avait tout fermé. C'est la première fois en toujours, en fait. J'ai des amis qui ont 75, 78 ans qui m'ont dit on n'a jamais vu Vegas comme ça. Il n'y avait plus rien. Les casinos étaient fermés, il n'y avait pas de trafic. Et on s'est tous mis au virtuel. Tous les magiciens, tous les artistes. Moi, j'ai des amis qui, justement, des membres de mon équipe, Girly, que vous voyez là à droite, elle était d'en haut, dans un spectacle du Cirque du Soleil.
Ils ont commencé à donner des cours en ligne parce que c'était leur talent, donc ils essaient de gagner de l'argent avec ça. Et moi, j'ai fait des spectacles virtuels aussi en ligne par Zoom, donc tous les mois, 1 à 4 fois. Voilà. Donc ça, c'était le temps de changer, de pivoter, quoi, de s'adapter. Je voulais te poser une question, David, par rapport aux tours et te demander si l'explication des tours n'est-elle pas souvent plus simple qu'on ne l'imagine? Oui et non. Oui, parce que c'est effectivement très simple. Mais il y a cette théorie qui est originaire, c'est très japonais à la base, mais on l'a aussi occidentalisé, c'est la conscience, inconscience, l'inconscience, consciente et tout ça. On arrive à un moment où ça devient... Le but, c'est d'arriver à la méthode la plus simple. Mais le chemin jusque-là t'amène partout. Donc, il y a des développements, il y a des années, il y a des mois, il y a des semaines de développement où on développe un tour, on développe des méthodes qui sont hyper compliquées et à un moment, on arrive au point où, tiens, on pourrait le faire aussi comme ça. Et on a la méthode parfaite pour les faits, pour le moment. Et oui, si je te dis, mais ça fonctionne avec un miroir, tu me dis, ah bon, c'est simple. Mais le fait d'arriver jusque là-bas, ça prend des éternités parce que jusque-là, on a fait tellement de tests, on a expérimenté avec tellement d'autres choses. Pour moi, c'est un processus fascinant. Et puis la mise en scène, effectivement, après, tous les détails. Ça, c'est après. Tout oui. ça va ça vient après. être très important, oui. Effectivement. Donc, oui, je me posais la question. On va te revoir, alors, sur la scène du Casino 2000. Oui. Théoriquement, puisque nous serons en 2026, hein, ce sera je crois le 14 novembre, c'est ça? 14 novembre, bien retenu la date. Le 14 novembre 2026, nous serons au Tropi Casino 2000. Exactement, Tropi Casino 2000. Ici au chapiteau, nous avons déjà fait l'option de la salle. Et le but, c'est justement de ramener le spectacle de Las Vegas, dont on a vu quelques extraits ici à Luxembourg. On a une dernière photo à te montrer. Ok. Allez, je vais prendre celle-là, on va la mettre derrière. Je retourne. Voilà, enfin à te montrer, puis à montrer à nos amis. Je pense que c'est une photo qui va leur faire plaisir. Non, mais de toute façon, elle est à l'écran. Hein. You are funny. Ça, c'est 50 ans, mesdames et messieurs. Voilà. Ben ça, c'était un de mes derniers challenges personnels. On a fait une photo en 2003 pour pour le calendrier de la Croix-Rouge. Franchement, il y a pas de changement physique, même au niveau du corps ni du visage. Si, le visage, il y en a plein, mais le corps, c'était l'enfer. J'ai effectivement 7-8 mois avant mes 50 ans, il y a un ami d'ici du Luxembourg, Tom, qui m'a appelé, qui m'a dit « David, tu dois refaire cette photo. » Je dis, mais ça va pas la tête. Je dis, j'arriverai jamais. Il m'a dit, tu as 7 mois de temps, tu vas le faire. Et j'ai pris ça comme challenge et j'ai commencé un régime, pas seulement alimentaire, mais de vie complètement radical. C'était 2 à 3 heures par jour. Je me levais à 4h30 du matin. Je faisais mon sport. Je faisais attention à tout ce que je mangeais. Et le résultat, c'est ça. Mais j'ai gardé cette forme-là pendant peut-être une semaine. Ouais, enfin, aujourd'hui encore, c'est pas mal. Mais, c'est comme Hugh Jackman quand il fait Wolverine. Oui, c'est ça. J'étais comme ça pendant une semaine. Alors parfois, on a des spectateurs ou spectatrices qui nous demandent « Est-ce que je pourrais avoir l'une des photos qui a été présentée ce soir ?» Je sais pas quelle photo il ou elle vont demander ce soir. Hein. Celle de David Copperfield quand il avait 21 ans. Voilà, effectivement. On va pouvoir passer, je pense, aux questions. Alors, juste une question. Mais toi, tu as commencé à lever de la fonte quand alors? Oh, j'avais 12 ans. À 12 ans. Je suis petit, je fais 1m74. À l'époque, quand j'étais petit. Petit, hein. Bon. C'est relatif. J'étais assez potelé comme gamin. Et j'ai toujours eu ce complexe. Et, à l'âge de 12 ans, quand j'ai commencé à me développer, j'ai commencé à lire des revues, à voir, tout, Stallone, Arnold Schwarzenegger et tout ça. Et c'était des vrais role models. C'était des personnes auxquelles j'aspirais pour cette discipline, ce lifestyle. Et je dis, je veux faire ça. Et j'ai commencé très, très jeune, justement, à lever des poids, faire des poids. À l'âge de 24 ans, d'ailleurs, j'ai presque fait de la compétition. Et à cause des stéroïdes, j'ai refusé. Parce que, voilà, ça c'était l'année passée. À l'époque, on avait déjà commencé avec toutes ces saloperies et je refuse de faire tout ça. Donc, je n'ai jamais fait de compétition réelle. Nous allons passer aux questions. Si vous avez des questions, oui. Ah, oui. C'est un côté Jean-Claude Van Damme quand même. Hein. Ah oui. Tu le connais? On s'est rencontrés une fois. Oui. Ouais. Alors, Q&A. Y a-t-il des questions? Personne.
Et n'hésitez pas à montrer vos Alors, vos les bras. questions, vous pouvez les poser en japonais, éventuellement. Nihongo arikimasu. Alors, personne? Ben, c'est parfait, on continue. Die next Frau, richtig. Anyone? Quelqu'un? Ah, voilà. C'est Jennifer avec le micro? Je vois pas. Oui. C'est bon, on m'entend là? Ouais. Non. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes qui? Dominique. Enchanté, Dominique. Dominique. De même. Je voulais vous demander, lorsque vous faites votre numéro sous l'eau, en apnée, donc vous essayez de vous libérer avec une espèce d'épingle, c'est ça? Oui. Il n'y a jamais l'appréhension de laisser tomber l'épingle. Si vous laissez tomber l'épingle, qu'est-ce qui se passe? Non, je veux dire, ça peut C'est une question très justifiée et très bonne. Ça m'est arrivé une fois, il y a 3 semaines. Et heureusement, on a changé l'aquarium. Entre-temps, j'ai 4 barreaux encore au-dessus qui font que je ne peux pas sortir. Et j'étais en train de carrément défaire le dernier cadenas. Quand, juste au moment où je l'ai ouvert, l'épingle tombe. J'ai encore essayé de la rattraper, elle était par terre. Mais heureusement, le cadenas était ouvert. C'est un grand problème dans ma tête. J'en ai une de rechange dans ma poche, mais je refuse, mon parcours le montre, je brûle tous les ponts derrière moi. Il y a jamais de plan B réel. Il y en a beaucoup, mais dans ce cas-là, je refuse de l'utiliser. J'ai une épingle de secours, mais jusqu'à maintenant, je n'ai encore jamais besoin d'utiliser. D'accord. C'est une très bonne question. En cas de problème majeur, l'équipe intervient quand même. Oui. Non, parce que ça me rappelle justement, vous connaissez sûrement le film avec Christian Bale et Hugh Jackman, The Prestige. Oui. Et justement, c'est un des numéros comme ça où il se retrouve dans une caisse avec plein d'eau. Effectivement. Et c'est ça le grand challenge, Dominique, dans ce numéro. Ce n'est pas le physique. L'aspect physique, c'est l'aspect mental. Parce que scientifiquement, nous tous, avec un tout petit peu d'entraînement, on peut rester sous l'eau 1 minute 30, 2 minutes. Moi, avec l'entraînement, je suis arrivé jusqu'à 6:30, 8 minutes des fois, mais c'est extrême. 8 minutes. David Blaine, 22 minutes. 22 minutes, David Blaine, c'est phénoménal. Je me suis d'ailleurs entraîné avec lui, avec son équipe partiellement. Et après même pas une semaine, j'étais à 6 minutes sous l'eau. Et c'est tout dans la tête. Et bon, quand j'étais au Tropicana, on le sait peut-être pas explicitement, mais je m'occupais aussi d'Abby, de mon épouse qui était en chaise roulante. Et ça occupait 90% de mon cerveau. Et quand tu es sous l'eau, Dominique, le but, c'est de rester calme. C'est de se dire, c'est bien, je suis à l'aise. Moi, dans mon cas, j'ai des scènes de films. J'ai beaucoup de scènes de films qui me font me sentir bien. Et je fais mon travail, tout doucement. Je me suis ouvert la main 2 fois maintenant les 2 dernières semaines. Mais ça, je ne le remarque même pas parce que dans ma tête, je suis paisible. À l'époque, avec Abby encore ou avec le casino, il y avait des jours où ça n'allait pas du tout. Et dans ta tête, je dois sortir, même si ce n'est pas le cas. Ouais. Mais ton cerveau Panique. te le dit. C'est la panique totale et tu dis, mais arrête, tu sais que tu peux rester encore quelques minutes, tu te calmes tout de suite. Toi aussi. Et c'est ça, justement, c'est très mental. D'accord, merci beaucoup. Merci, Dominique. Autre question, mesdames et messieurs. Avec voilà. Question. Venez, voilà le micro. Le micro est à votre droite. Bon, voilà, David. Quel est votre La prénom? date du prochain spectacle. Votre prénom, monsieur, c'est comment, Jean-Pierre? C'est Jean-Pierre. Ah oui, mais c'est parce que tu es mentaliste. Bah, je suis Non, mentaliste. mais non, il connaît mon prénom. Jean-Pierre était déjà chez moi sur scène à Bertrange l'année passée et Oui. il travaille chez Hoffman's Altsingen. On s'est revus là. Tu connais tous les spectateurs au Luxembourg. Par leur prénom. Non. Sauf ceux qui sont mémorables. Oui, Ben, Jean-Pierre, mes prochaines dates, dites-moi. oui. Elle est où, Mireille? Mireille. Oui, effectivement, oui. Donc, Voilà. bon, la prochaine date, c'est quand? La prochaine date, c'est demain, à ma mère, au Kinexbond. Après-demain, je suis à Steinzel. La semaine d'après, je suis ailleurs. Hier, connais pas mes dates par Hier, cœur. c'est une ville dans le sud de la France, non? Ailleurs, c'est voilà. Ah, hier, non, c'est pas ça. Ailleurs. Ailleurs. Ah ben il y a quelqu'un qui a un poster derrière, voilà. Donc je serai à Zandweiler, je serai encore à Steinzel, je serai à beaucoup d'autres communes. Je sais pas par cœur, je sais plus par cœur. Mais on retrouvera tout ça en ligne, ira bien sûr. voir. Voilà. L'accident était à Ettelbruck, c'est ça? À Ettelbruck, oui. Tu as rejoué depuis à Ettelbruck? Non, mais je les ai recontactés et on va en parler prochainement. Ouais. C'est pas si facile d'y retourner. hein, Non, on mais s'en doute. c'est nécessaire, c'est nécessaire. Allez, on prend une Encore dernière question. Une dernière oui. question, c'est Parfait, effectivement merci, ce que j'allais Thierry. dire. Ouais. The last question,
En luxembourgeois, peut-être. Ah, il Non. y a une main là derrière. Voilà. Bonsoir, Bonsoir, vous êtes qui? Vanessa. Hello, Hello. ça va? Ça va. J'ai déjà vu un de vos spectacles à Frisange l'année dernière, Ah oui, d'accord. en luxembourgeois. J'ai pas tout compris. Désolé. mais je me suis bien éclatée. Ça me fait plaisir. Du coup, ce soir, ma mère, elle voulait voir un spectacle et elle n'avait pas vu que c'était. Non, je pense que c'est pas la seule. Mais du coup, c'était un plaisir de vous rencontrer Ouais, c'est en gentil. français. Merci. Pardon J'ai- pour l'accent. Non, vous parlez très bien. Et du coup, ma question, c'est de savoir quelle est votre plus grande satisfaction quand vous faites un spectacle, le fait de l'avoir réussi ou... Ah, c'est les yeux des gens. Sincèrement, pour moi, et je deviens émotionnel parce que c'est effectivement ça. Et je partageais ça avec Siegfried. On en parlait très souvent de ça. Chacun a son moteur, comme disait Thierry avant, qui nous fait commencer, qui nous fait être sur scène. Et pour les uns, c'est briller, c'est être plus important que l'autre, c'est montrer ce qu'on sait, etc., etc. Et moi, j'ai découvert très très tôt justement que ça me permettait de faire évader les gens d'un quotidien qui n'est pas nécessairement toujours agréable. Mais c'est surtout quand je vois les yeux des gens, quand je vois une satisfaction, un plaisir, un sourire ou même une larme des fois. J'ai un numéro avec lequel j'ai terminé. J'ai fait à Frisange le puzzle à la fin. Il y a beaucoup de gens quand ils comprennent le texte, ils pleurent. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau. C'est d'avoir touché quelqu'un. J'ai eu une expérience magnifique et je vais me dépêcher, Thierry. Des fois, je parle trop. Mais j'étais à Lake Tout va bien. Tahoe. J'étais à Lake Tahoe. Je présente le puzzle à la fin du spectacle et je vois ce jeune homme devant moi, première rangée. Je le sens, mais tense up. Il était complètement tendu. Et pendant que je parle, je regarde le public. Sans même le regarder, je fais comme ça et je continue. Et c'est comme dans un film. Tout le monde sort. Je suis en train de ranger mon matériel. Et je l'attends. Je sais qu'il va venir. Et 2 minutes après, il est devant moi. Et ça, c'est comme Hollywood. Je dis, I've been expecting you. Je lui ai carrément dit ça et il se met à pleurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais tu m'as tellement touché avec ce puzzle. Il était dans les Navy Seals. Il avait 29 ans et il a dit, j'ai tout fini. Je sais plus quoi faire. Justement, il n'avait plus de purpose, de but dans sa vie. Il dit, je sais plus où est la prochaine étape. Et je lui dis tout simplement, ça c'est le coach qui entre en moi. Je dis, mais tu sais, aucun de nous ne sait où on va. On a tous nos buts, nos masterminds, nos master plans, notre vision, mais le chemin, c'est comme ça pour tout le monde. Que ce soit un Steve Jobs, que ce soit un Elon Musk, que ce soit Gary Vee, on ne sait pas où on va. Et on a quand même ce but. Il s'est mis à pleurer, je l'ai pris dans les bras, il est parti. Et ça, pour moi, c'était un moment, par exemple. Ça, c'est pour ça que je fais ce que je fais. J'ai tellement d'autres histoires, des enfants qui avaient le cancer, qui m'ont vu, j'étais le dernier spectacle qu'ils ont vu, des personnes malades, etc. Il y a histoire après histoire et c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est parce que je veux toucher les gens très très profondément des fois. Et voilà, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me pousse. Bon, merci. C'est moi, merci beaucoup.